On ne s'est pas ennuyé pour cette première partie de saison en Moto3, une catégorie où il y a toujours beaucoup de spectacles. Pour certains, c'est celle qu'on attend le plus du week-end. C'est l'occasion de faire un petit bilan mi-saison et aussi de savoir ce qu'il faut retenir pour la reprise. Bonjour à toutes et à tous, et déjà merci pour toutes vos réponses à mes sondages parce que vous avez été nombreux à répondre, ce qui m'a permis de savoir si je pouvais faire ou non cette petite vidéo. Alors on va revenir sur certains points de cette première partie de saison. On ne va pas parler de tout le monde parce que sinon ça va être très long, et on va commencer par le plus captivant, le plus intéressant, la lutte pour le titre. À l'heure actuelle, ceux qui sont les plus susceptibles de remporter le titre, eh bien ce sont deux coéquipiers, ceux du team d'Aspar Martinez, donc Sergio Garcia et Izan Guevara. Et entre les deux Espagnols, il y a seulement 3 petits points d'écart au championnat, avec Sergio Garcia qui a 182 unités et qui est premier, et Izan Guevara qui est deuxième avec 179 points. Entre les pilotes, c'est assez serré puisqu'ils ont le même nombre de victoires, soit 3 chacun, et également le même nombre de podiums, au total 7 chacun. Sergio Garcia avait réalisé plutôt une meilleure entame de championnat où, malgré son résultat blanc aux États-Unis, il était dans le top 4 à chaque fois jusqu'en Espagne. Alors ça, c'est en termes de résultats à la fin du week-end, parce que si on prend la totalité, la globalité de toutes les séances, et bien même si Izan Guevara est derrière au championnat, c'est lui qui le bat dans 71% des séances, toutes confondues. Alors en qualification, il l'a battu à 6 reprises contre 5 pour Sergio Garcia. Et en course, même s'il est deuxième, eh bien c'est lui qui le bat 7 fois contre 4 pour Garcia. Et c'est aussi la régularité des deux pilotes qui explique le faible écart entre eux au championnat. Si on ne prend pas en compte les résultats blancs, enfin du moins les chutes ou les abandons, eh bien le pire résultat pour Sergio Garcia, c'est une 7e place, et pour Izan Guevara, c'est une 8e place. Ces quelques statistiques données permettent donc d'une part de les comparer, de montrer pourquoi c'est serré et aussi de comprendre que le niveau de performance est assez quand même élevé. Alors Garcia, même s'il a une tête d'ange comme ça, on le sait, sur sa moto c'est complètement différent, d'autant plus que l'année dernière il n'a pas réussi à décrocher le titre face à Pedro Acosta, et cette année ça semblerait être sur la bonne voie, même si Izan Guevara, qui a d'ailleurs remporté lui 2 titres de suite en 2019 et en 2020, eh bien a les armes aussi pour se battre. Alors la deuxième partie de saison risque quand même d'être assez intéressante entre les deux, avec cette rivalité qui est pour l'instant assez saine, et je pense qu'on a tous hâte de voir ça. Et ce qui est bien, c'est que leurs bons résultats profitent vraiment au team Aspar, puisque c'est simple, ils ont remporté plus de la moitié des victoires. Donc sur 11 courses, eh bien le team a 6 victoires, donc de façon logique, et même avec les autres résultats, eh bien ils sont premiers au championnat des équipes. Et pour ce qui est du côté constructeur, donc pour les motos Cascas, donc ils n'ont que 2 machines sur la grille, mais c'est pourtant les premiers au championnat, avec 54 points d'avance sur Honda, qui a quand même 10 motos, mais ce n'est pas le pire, parce que pour KTM c'est vraiment une saison assez compliquée, parce que la marque a quand même 14 motos sur la grille, et elle se retrouve 3e à 61 points de Cascas, sachant qu'ils sont quand même champions en 2020 et 2021. Donc pour les Autrichiens, c'est vraiment compliqué. Et la première KTM qui pointe le bout de son nez au championnat pilote, eh ben, c'est celle de Romain Mazia, qui est 5e au championnat. Le grand favori aussi en début de saison, eh bien c'était Denis Foggia, lui qui avait d'ailleurs vu ses chances de titre s'envoler au Grand Prix d'Algarve l'année passée après avoir été emporté par Darryn Binder. Et si on compare à l'année dernière, eh bien tout semble mieux parti pour le pilote italien qui a réalisé 3 top 3 en 3 courses. Là où en 2021, eh bien les premiers Grands Prix étaient bien plus compliqués, puisqu'en 7 week-ends, il n'avait marqué que 45 points. Là, le numéro 7 a pris un bien meilleur départ cette fois-ci. Il s'est imposé en Indonésie avec 2 secondes 6 d'avance, ce qui est quand même plutôt rare dans la catégorie Moto 3. Cela dit, c'est sa seule victoire de la saison pour le moment. Et depuis Jerez, donc depuis 6 courses, c'est bien plus compliqué, puisque le pilote léopard n'a marqué que 33 points. Pendant que devant lui, Guevara en a quasiment marqué le quadruple. A noter d'ailleurs que Jerez est un circuit où ça ne fonctionne pas. Pour lui, il n'a jamais marqué le moindre point sur ce tracé, et ça a recommencé cette année. Alors il n'a pas eu non plus que de la chance. En Italie, il a chuté, il a expliqué avoir glissé sur un tir-off. En Catalogne, eh bien, il a dû abandonner sur un problème technique alors qu'il était devant aussi. Ensuite, en Allemagne, il a quand même réussi à remonter sur le podium, mais après, à Assen, il a de nouveau chuté. On le sait, il veut sa revanche par rapport à l'année dernière. Ça risque d'être un petit peu compliqué de remonter pour l'Italien, mais le titre n'est pas joué. On parle quand même de Moto 3, où tout peut se jouer dans les derniers instants, où tu peux tout perdre dans le dernier tour, alors il a encore ses chances de titre.
Et justement, quand on dit que ce n'est pas joué, il y a aussi un pilote derrière qui n'est pas loin du titre, qui a seulement 2 points de Denis Foggia, et bien c'est Ayumu Sasaki. Le japonais est 4e au championnat et il réalise le meilleur début de saison depuis qu'il est arrivé dans la catégorie, soit sa première saison complète en 2017. C'est simple, son plus mauvais résultat sans compter les abandons, eh bien c'est une 6e position. Il a aussi surtout décroché sa première victoire à Assen en partant de la pole position, de quoi bien le mettre en confiance pour son retour après la trêve et aussi de se remettre physiquement parce que, pour rappel, ça a quand même dû être l'une des plus grosses frayeurs pour l'instant en ce début de saison. Au Mugello, pendant les essais libres, il est parti en high side et Romain Mazia lui avait malheureusement roulé dessus, donc il avait eu plusieurs fractures, mais notamment les 2 clavicules cassées. Et 3 semaines plus tard, eh bien on le revoit grimper sur sa moto et surtout signer une belle 4e place en Allemagne. Et ensuite, eh bien, pas trop de spoil, mais il a remporté sa première victoire aux Pays-Bas. Donc forcément, eh bien, cette victoire, elle a un petit peu plus de saveur. Alors, le japonais a aussi changé de moto d'ailleurs cette saison, puisqu'il était sur une KTM depuis 2 ans. Et là, il est passé sur une Husqvarna. Oh, je l'ai dit du premier coup. Et visiblement, eh ben, c'est un châssis qui lui convient plutôt bien, au vu de ses résultats cette saison. Comme dans toute catégorie, il y a aussi des outsiders, même si là rien n'est joué toujours au championnat, eh bien ils sont toujours aussi devant. On peut prendre l'exemple de Romain Mazia, qui a vraiment performé entre les États-Unis et la France. C'est simple, ce sont ses 2 victoires. Il s'est même rapproché de la première position au championnat après sa dernière victoire en France. Et comme je vous le disais, eh bien c'est le meilleur pilote KTM pour le moment, lui qui est avec le Team Ajo depuis 2 saisons maintenant. Sauf que ses résultats sont en baisse depuis quelques grands prix, qu'il ramène à la 5e place du championnat. Il a d'ailleurs marqué encore moins de points que Denis Foggia ces derniers grands prix, soit 12 points en 4 courses, ce qui est relativement peu quand on le voit régulièrement, si ce n'est pas tout le temps, se battre aux avant-postes. Il y a aussi Denis Onjou, donc qui pilote une KTM aussi, mais qui est avec le team Tech 3 d'Hervé Poncharal. Et c'est un peu frustrant quand même pour le Turc, parce qu'on l'a vu à 2 reprises s'envoler tout droit vers sa première victoire, mais à chaque fois, eh bien, il finit aux portes du podium. Il n'est jamais monté encore cette saison dessus. À noter néanmoins que c'est le seul pilote sur la grille à la mi-saison à toujours avoir inscrit des points sur chaque course. En autre outsider, on veut aussi parler de Tatsuki Suzuki, qui est monté à 2 reprises sur la 3e marche du podium, mais qui n'a pas encore concrétisé cette saison. Sa dernière victoire remonte d'ailleurs au Grand Prix d'Andalousie en 2020. Ce qu'il faut retenir côté français, eh bien, c'est la progression de Lorenzo Felon, qui a d'ailleurs marqué ses premiers points aux États-Unis. Je l'avais d'ailleurs interviewé à son retour d'Austin, vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche ici. Par la suite, il est rentré 3 fois dans les points et il a surtout amélioré ses performances en qualification, où on l'a vu, c'était vraiment compliqué en début de saison. Et à un moment donné, il a réussi à tout assembler et a réalisé sa première ligne dans la catégorie, soit un départ de la 3e position à Portimao. Mais malgré ça, Lorenzo l'a dit lui-même, il doit progresser, il doit surtout progresser devant, ne pas trop laisser se dépasser, ne pas trop rétrograder en place. Il a de la confiance à aller chercher, alors on va voir comment le numéro 20 va aborder cette 2e partie de saison. Et on termine ce bilan avec 3 rookies qui sont à suivre parmi tous ceux qui sont à suivre, notamment David Munoz qui a dû impressionner un paquet de personnes parce que c'est le plus jeune pilote donc de la grille, mais aussi donc du paddock. Et ce qui a marqué dès le début, c'est son agressivité qui a pu lui causer du tort à la scène, mais il ne se pose pas vraiment de questions, il y va et il se bat déjà aux avant-postes. Il est arrivé en Italie puisqu'il avait enfin l'âge légal qui était 16 ans et qui l'année prochaine passera à 18 ans en moto 2 et en moto 3. C'est le coéquipier d'Ana Carrasco, la seule femme sur la grille, qui n'a pas encore marqué le moindre point cette saison et pour qui c'est assez compliqué quand même de voir un jeune pilote arriver comme ça. Il a 16 ans et d'entrée de jeu, eh bien, il marque des points et surtout, dès sa 2e course, eh bien, il monte sur le podium, sur la 2e marche plus précisément, ce qui a fait d'ailleurs de lui le 3e plus jeune pilote à réaliser un top 3 dans la catégorie. C'est vraiment un pilote à suivre parce qu'il s'est fait remarquer en même pas 4 courses. Alors vraiment hâte de suivre son évolution. Ensuite, on peut aussi parler de Daniel Olgado qui a lui d'ailleurs remporté le championnat du monde Moto 3 Junior. Et c'est d'ailleurs le meilleur rookie à l'heure actuelle. Il est 13e au général. Ses meilleurs résultats, c'était les 2 dernières courses où il a signé 2 belles 6e places. C'est vraiment intéressant avec ce pilote parce qu'on voit aussi souvent se battre aux avant-postes. Ensuite, on peut aussi revenir sur les premières courses de Diogo Moreira, le Brésilien qui vient exactement
du même championnat que les 2 autres précédents. Alors là, à l'inverse plutôt de Daniel Olgado, lui, il a plutôt fait une très bonne entrée en matière, puisque lors de la première course, il a réalisé une 6e place et la 3e en Argentine aussi. Mais au fur et à mesure, eh bien, on l'a vu vraiment rétrograder au classement. Et donc on peut le voir, à chaque fois, il part devant avec le groupe de tête, mais qu'à chaque fois, eh bien, il se fait distancer et détacher par celui-ci. Mais ça reste intéressant de suivre son évolution. Pour rappel, ce sont des rookies. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et aussi de me dire ce que tu as pensé de cette première partie de saison en Moto 3, toujours pleine de spectacles. Je t'invite à la liker et aussi à la repartager. On se retrouve très vite, donc tous les samedis cet été. Buvez de l'eau, il fait chaud, aussi baignez-vous, profitez bien de vos vacances, à bientôt.